Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des bourses aux entreprises de marché. Le commerce du capital dans les turbulences de l'économie de marché. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 196 1. EAN 9 782 296 551 961. Jean-François Lemaître. Des bourses aux entreprises de marché. Le commerce du capital dans les turbulences de l'économie de marché. L'Harmattan. Département de la recherche. Université Paris-Sud 11, faculté Jean Monnet Droit, Économie Gestion. Collection Presse universitaire de Sceaux. Dirigé par Jérôme Fromageau. Initié par le département de la recherche de la faculté Jean Monnet de l'Université Paris-Sud 11, cette collection, à destination d'un public élargi, a pour ambition de mieux faire connaître la variété des travaux pluridisciplinaires menés par les centres de recherche et leurs partenaires scientifiques français et étrangers dans les domaines économiques, juridiques et de gestion. Déjà paru. Géraldine Goffaut, Calbo, du contrat des sociétés, essai sur le contrat instrument d'adaptation du droit des sociétés, 2008. Paul Tavernier, regard sur les droits de l'homme en Afrique, 2008. Jean-François Lemaître, aide, risque, information et organisation, 2008. François Jullienlaferriere, Dorian Guinard et Sarah-Marie Maffezoli, quel sens pour le droit, 2008. David Ginocchi, Dorian Guinard, Sarah-Marie Maffezoli et Sébastien Robe, les modèles juridiques français et américains, influence croisée, 2009. Nathalie Goeder, État de droit et droits de l'homme. Échange de points de vue France-Iran, 2010. Gratien Moll MOGOLO, Le patrimoine des jeunes églises en République démocratique du Congo, conditions juridiques de l'autonomie, 2010. Guillaume Delmas, Sarah-Marie Maffezoli et Sébastien Robe, Le traitement juridique du sexe, 2010. Cheryl Suzanne McWatters et Henri ZIMNOVITCH, Histoire des entreprises du transport, évolution comptable et managériale, 2010. Série Ciné-droit. Nathalie Goeder, Censure et liberté, atteinte ou protection, 2011. Correcteur, Caroline Schnettler, Université Paris-Sud 11. Prologue. Les bourses de valeur vont-elles disparaître? La question peut paraître incongrue. La bourse semble plus que jamais au centre de la vie financière, et les principales entreprises qui en réalisent l'activité croissent et acquièrent une dimension internationale. N'est-ce pas le signe d'une puissance constituée qui établit son emprise sur les marchés financiers, et au-delà sur l'économie mondiale? La vraie question est plutôt: que seront les marchés réglementés dans les prochaines années et quelle place les bourses qui dominent aujourd'hui peuvent-elles y conquérir? Ce livre a été écrit au long de l'année 2010. Les événements se sont accélérés au cours de sa correction, avec des fusions annoncées entre bourses dominantes, février 2011. Il n'affecte en rien la pertinence des outils d'analyse dont la présentation est au centre de ce travail. Les défis sont récents et les changements en cours. Le temps a seulement pris un peu de vitesse. L'ouvrage raconte une histoire qui a pour but d'ouvrir le jeu des structures, des stratégies et des règles. Elle n'est pas la seule possible, mais sa construction repose sur des bases d'analyse éprouvées. La cohérence de cette histoire et sa compatibilité aux faits attestent la pertinence du scénario. Les périodes de transition comportent une part de désordre où gagnent des acteurs qui changent des règles. La raison invite à chercher des réponses possibles plutôt que les fermer prématurément, par des prévisions hasardeuses. Le lecteur qui souhaite une prospective de la future industrie des marchés financiers organisés en trouvera un décryptage des caractères permanents et contingents. Celui qui porte intérêt aux stratégies d'entreprise s'en verra proposer une analyse des conditions de survenance et de succès
dans différentes conjectures. La question des régulations sera replacée dans sa signification historique et dans ses deux dimensions de la transparence des marchés et de la concurrence entre les acteurs. La recherche et l'ouvrage qui en donnent les résultats n'auraient pas été réalisés sans le soutien de la faculté Jean Monnet de l'Université de Paris-Sud-11, ni l'écoute patiente et compréhensive des membres du laboratoire PESOR. Une mention particulière à Philippe Gillet pour sa lecture attentive et exigeante du texte. Que tous reçoivent témoignage de ma gratitude. Ce livre doit surtout d'exister à Marie-Noël, à sa patience, sa compréhension et ses encouragements. Mais je porte seule la responsabilité des choix qui en font le contenu. Introduction. Les grandes bourses mondiales, celles qui se sont imposées au cœur des économies capitalistes dominantes, sont affrontées à une concurrence forte et à l'internationalisation des systèmes financiers. Faut-il s'étonner en ce début du XXIe siècle du triomphe de l'économie de marché et de la mondialisation ? Le paradoxe est que la situation paraît nouvelle dans le cas des bourses, et que par bien des aspects elle l'est. La bourse sous la menace du capitalisme ? Dans cette généralité, la question appelle une réponse négative. La nécessité de marchés organisés et réglementés impose qu'elle perdure. Les bourses historiques sont-elles menacées ? Comme entreprises de services entremetteuses de transactions sécurisées, elles sont contestées par de nouvelles concurrences qui mettent leur modèle économique en échec et leur imposent de s'adapter. La vraie question est donc celle du futur de cette industrie de services et de la place que pourront y prendre les bourses qui dominent aujourd'hui. Répondre à cette question est délicat, car les processus du changement n'ont encore produit qu'une partie de leurs effets. Les acteurs, anciens et nouveaux, ont adopté des stratégies dont les résultats sont au mieux partiels et provisoires. Les nouvelles formes d'activité et les équilibres autour desquels elles se structurent sont en construction et leur robustesse reste à tester. Les processus de changement ne sont que partiellement déterministes, et la construction d'une nouvelle organisation des marchés réglementés se réalisera aussi chemin faisant. Alors faut-il chercher une réponse probable ou des réponses possibles ? La raison commande la seconde solution. On ne se risquera à la première qu'à la fin de l'ouvrage. Il faut ouvrir le jeu des structures, des stratégies et des règles. On traitera de l'activité boursière comme d'une industrie en formation. On traitera de stratégies d'entreprise de marché, sans que leur efficacité soit encore avérée. On traitera de marchés financiers en quête de réorganisation et de nouvelles régulations. Le thème central n'est pas l'un de ces trois sujets mais leur réunion et leur interaction. Les bourses historiques sous une double menace. Dans la finance mondialisée, l'emploi des technologies de la communication et l'ouverture à plus de concurrence invitent à interpeller l'institution bourse sur son existence ou plutôt sur sa fonction et ses structures futures. La globalisation financière. Elle s'est imposée depuis la Seconde Guerre mondiale comme le nouvel environnement des bourses. Le changement a d'abord affecté leurs clients, pour qui le cadre des places financières nationales était devenu trop étroit. Les principaux émetteurs de titres négociables avaient acquis une dimension internationale et globalisé leur stratégie de financement. Ils se sont adressés aux différents marchés, au gré de leur intérêt. Les grands investisseurs sont allés là où étaient les rendements et la liquidité. Les conditions de leur activité se sont transformées, et avec elles leurs champs et méthodes d'intervention. La globalisation des échanges et des circuits de financement a eu pour corollaire celle des marchés financiers. Ce fut d'abord la finance bancaire avec la naissance et le développement des euro-devises, des euro-obligations puis des euro-crédits, seconde moitié des années 50 au milieu des années 60. D'abord à court terme pour le refinancement interbancaire, ces opérations internationales se sont élargies au moyen terme. Elles reposaient sur l'intermédiation des banques, et il n'y avait pas de marché secondaire organisé de ces titres. Les échanges de titres de dette s'effectuaient de gré à gré, soit entre émetteurs d'obligations, soit dans le cadre d'opérations interbancaires. Pour que leurs titres accèdent à d'autres marchés secondaires organisés que ceux de leur pays d'origine, les émetteurs devaient les faire coter auprès d'eux. Pour réaliser des opérations sur des titres cotés hors de leur pays, les investisseurs devaient s'adresser à des mandataires sur chacun des marchés concernés.
Ces restrictions avaient une justification technique, renforcée de dispositions institutionnelles sur lesquelles on reviendra. Mais la pression était forte pour la globalisation des marchés secondaires de titres mobiliers. Les progrès dans le traitement de l'information joints à ceux des télécommunications et des changements institutionnels, des réglementations, des mutualisations notamment, allaient en ouvrir la voie. La bourse traditionnelle, marché ouvert à ses membres, monopolistique, réglementé et chargé d'assurer la protection des investisseurs, devenait un modèle inadapté. Menace numéro 1, les marchés électroniques. La question de la survie des bourses historiques a été posée à la fin du XXe siècle avec l'émergence puis la multiplication des plateformes électroniques de négociation de titres. La création en 1969 par l'agence Reuters d'Instinet, Premier Electronic Communication Network, ECN, avait déjà suscité questionnements et initiatives à propos de la transformation de l'organisation boursière. Mais le premier acte aux conséquences significatives fut la création du National Association Securities Dealer Automatic Quotation Stock Market, le Nasdaq. Encouragé par la Securities Exchange Commission, la SEC, régulatrice des bourses américaines, des brokers-dealers ont mis en place en 1971 le premier marché électronique mondial. Cette création a eu comme premier objectif et effet de placer sous pression concurrentielle le New York Stock Exchange, NYSE, de loin la première bourse mondiale. La présence du Nasdaq a eu progressivement d'autres conséquences. La première fut la mise en place de processus électroniques de négociation. Malgré les progrès rapides de l'informatique, cette innovation mit du temps à se généraliser et à remplacer la traditionnelle criée, car la résistance des intermédiaires menacés fut active. Ultérieure, la seconde conséquence fut de faciliter l'apparition puis le développement de nouveaux acteurs de la négociation. Le Nasdaq est un marché où les négociants sont des dealers et interviennent en achetant et vendant des titres. Les Electronic Communication Networks, ECN, ont d'abord agi comme des brokers courtiers, en ligne, transmettant les ordres des investisseurs aux dealers membres du Nasdaq. L'informatique a permis à certains d'entre eux de croître en taille et d'offrir à une fraction croissante de leurs clients, de trouver en interne des contreparties à leurs offres. Ils sont devenus des Alternative Trading Networks, ATS, sorte de bourse parasite du Nasdaq, drainant les investisseurs vers lui et le concurrençant à la fois, Doumerou 1999. Après Instinet, créé dès 1969, ces plateformes alternatives de négociation se sont multipliées à la fin des années 90. Island, créé par le courtier sur Internet Dutch Online, Bloomberg Tradebook, Archipelago, Instinet, E-Trade, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Strike Technology, Bear Stearns et Salomon Smith Barney, notamment en 1997. Brass Utility, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch et Knight Securities en 1998. TradePoint des traders du London Stock Exchange, Instinet, Archipelago, JP Morgan, Morgan Stanley et l'investisseur américain Century, créé en 1992 mais recapitalisé en 1999. Dès l'origine, peu de ces plateformes électroniques de négociation furent indépendantes et les principales banques d'affaires américaines participèrent activement à leur création. Elles ont importé un modèle économique alternatif, doté notamment des caractères suivants. Elles dépendent par des relations capitalistes fortes des banques et prestataires de services d'investissement. Dans le même temps, les bourses traditionnelles se sont dotées d'un actionnariat plus diffus, adoptant un comportement actionnarial classique. Elles pratiquent une politique de prix faible, assise sur des coûts réduits. Cette politique convient à leur actionnariat qui est aussi leur principal client et pourvoyeur en transactions. Leur actionnariat, notamment les banques, a souvent des activités multiples liées entre elles et la performance économique de négoce de titres n'est qu'une composante de sa propre rentabilité. Elles ont introduit une rivalité concurrentielle assez classique dans une organisation industrielle construite sur le principe monopoliste. Menace numéro 2, la concurrence généralisée. Simultanément, la rivalité concurrentielle entre les bourses a été avivée. Elles sont devenues les unes par rapport aux autres plus menaçantes et menacées. Les causes sont multiples. Internationalisation des émetteurs et des investisseurs et globalisation financière,
opérateurs de marché de type nouveau mais aussi volonté des autorités politiques de les ouvrir à la concurrence. En rendant le monopole naturel plus difficilement soutenable, le modèle économique des nouveaux acteurs en a fragilisé les supports institutionnels. L'argument de la protection des investisseurs ne constitue plus le prolongement de la gestion monopoliste des transactions mais s'oppose à elle. Les nouvelles venues proposent des tarifs très inférieurs. On réglementait une organisation boursière qui s'imposait comme efficiente pour éviter les abus de position dominante de ces acteurs. Désormais, les restrictions légales et réglementaires à la concurrence ont surtout pour conséquence de la préserver, même si elle n'est plus la plus efficiente. Or, les idées qui dominent la période portent à la déréglementation et à l'ouverture généralisée à la concurrence. Aux États-Unis, la pluralité existait malgré la domination du NYSE. Dès les années 1990, les instances de l'Union européenne ont entrepris de détricoter ce que les gouvernements nationaux avaient tissé au fil des décennies, voire des siècles. Elles ont pris appui sur le développement des plateformes électroniques pour soumettre les bourses traditionnelles à la concurrence, au prétexte de l'intérêt des investisseurs. Est-ce la fin des bourses historiques ? La menace est réelle. La contestation porte sur leurs principes de fonctionnement et les positions de force qu'elles avaient constituées. Le pouvoir sur la négociation sécurisée des titres dont disposaient les plus importantes d'entre elles avait des fondements de monopole naturel. Il constituait l'organisation la plus efficiente, celle qui in fine engendrait les coûts les plus faibles. Ce monopole naturel a été conforté par des dispositions légales et réglementaires destinées au renforcement de la protection des investisseurs. Information et réduction des risques principalement. Le monopole naturel fut donc progressivement institutionnalisé. Les entreprises en concurrence. Depuis un quart de siècle, le mouvement s'est inversé. D'institutions protégées, les bourses sont passées au statut d'entreprises en concurrence. De nouvelles opportunités leur ont été ouvertes, assorties de menaces nouvelles s'ajoutant souvent aux anciennes. Les bourses historiques, celles qui dominaient l'activité dans les années 1970, ne sont pas restées inactives face à cette mise en cause industrielle et institutionnelle. Leurs réactions ont été diverses, mais répondent au canon de l'analyse stratégique. Elles ont souvent été transformées en entreprises capitalistes, et leurs dirigeants les ont réorganisées selon des objectifs et des méthodes qui leur paraissaient répondre à la nouvelle situation. Les axes de la transformation sont classiques. Réduction des coûts, politique de produits, fusion et acquisition, etc. La bourse s'est banalisée en tant qu'entreprise. Ses pratiques se calquaient sur son nouveau modèle. Les ripostes sont aussi organisationnelles. À la fin des années 1990, la Bourse de Paris avait tenté une négociation avec ses principales consoeurs européennes en vue de la constitution d'une bourse européenne. Face aux obstacles rencontrés, elle avait engagé des pourparlers avec Instinet pour créer une bourse européenne entièrement électronique. Quelques semaines plus tard, les bourses de Paris, Amsterdam et Bruxelles annonçaient leur fusion dans Euronext. Euronext était de facture plus classique, mais le projet électronique avait sonné comme une menace. Les bourses traditionnelles ont-elles un avenir ? Si elles ne changent rien, on verra que la réponse est non. Comme toujours quand survient une telle transformation se pose la question des changements de trajectoire, de la nécessité d'évoluer, et de la pertinence des évolutions au regard des nouveaux enjeux et du nouveau contexte. Les bourses traditionnelles peuvent-elles, selon l'expression célèbre, changer pour que tout soit comme avant ? Une première tâche de cet ouvrage est de répondre à ces interrogations. Le changement est inéluctable. La question de la disparition des bourses appelle une réponse bien entendu négative. Il y aura encore des bourses au centre des places financières dans les prochaines décennies. Elles sont des lieux de transaction et de recherche du prix des actifs indispensables pour les détenteurs de ces actifs, mais aussi comme référence pour l'ensemble des marchés. Elles sont un mode d'organisation de ces lieux, un type de fonctionnement fondé sur des règles. Ce ne sont pas seulement des bourses concurrentes des bourses traditionnelles qui apparaissent, mais une nouvelle façon d'envisager le négoce organisé des titres mobiliers. L'un des buts de ce livre sera d'en démonter les mécanismes et d'en analyser les conséquences. Les bourses nouvelles seront nécessairement différentes de leurs devancières.
Le Nasdaq a eu un rôle initiateur, mais sans lui, des transformations allant dans le même sens se seraient produites. L'électronique et l'informatique ont gagné tous les domaines de la vie économique et financière, et l'apport à la finance de marché était potentiellement trop important pour qu'elle lui échappe. Les opportunités de la technologie ont croisé les nouvelles exigences du contexte économique et imposé aux acteurs un élargissement de l'horizon stratégique. Elles seront aussi différentes entre elles. Certaines ressembleront peut-être au modèle traditionnel, d'autres aux bourses électroniques récemment créées. Les organisations nouvelles se forment à base de fusions transfrontalières recouvrant plusieurs places financières, de réseaux de bourses traditionnelles ou d'ATS fondés sur des accords par exemple. Lesquelles survivront de ces organisations ? La réponse de G.J. Stigler, 1958, est que survit la technologie efficiente, celle qui exploite le mieux les économies de production et notamment d'échelle. Suivant ce raisonnement, survivront les bourses et types d'organisations boursières qui délivreront les coûts de transaction les plus faibles. On verra que ce facteur du coût et du prix est au centre de l'évolution. Tout ne se résume pas à des coûts et des prix. Les services d'une bourse ne consistent pas seulement à faciliter des transactions sur des actifs. Les services proposés sont différenciés. La demande des investisseurs et de leurs intermédiaires n'est pas uniforme quant au type de service demandé. Certains se limitent à la mise en contact, d'autres se déchargent complètement de la négociation, d'autres encore restés au dehors du processus de négociation ont plus besoin de garanties sur son déroulement, etc. La qualité de ces services peut aussi varier et répondre à des demandes et des dispositions à payer, différentes des investisseurs et intermédiaires. Au-delà des prix faibles, les organisations boursières qui resteront à l'issue des recompositions engagées seront aussi celles qui apporteront des réponses adaptées à ces demandes différenciées. Des marchés réglementés, mais comment ? Une bourse est un marché organisé et réglementé. Il est organisé pour garantir aux donneurs d'ordre une exécution rapide et à bon prix de leurs ordres. Le marché doit être liquide, pour assurer au mieux l'exécution des ordres d'achat et de vente qui ont trouvé contrepartie, le post-marché. Il est réglementé et contrôlé pour assurer aux investisseurs et intermédiaires que la négociation est équitable et leurs intérêts respectés. Les procédures doivent être strictement définies et les opérations être transparentes. Les règlements sont ceux du marché lui-même mais aussi, et surtout ceux des gouvernements et des autorités de contrôle. La réglementation héritée de leur histoire avait surtout pour objet la protection des investisseurs, et en second lieu celle des émetteurs et des membres du marché. Elle était un contrepoids au pouvoir de monopole, détenu par l'institution. Cet équilibre des forces a fondamentalement évolué. Les dispositifs sur lesquels reposait la protection des investisseurs ont perdu de leur force. Ils doivent être étendus à d'autres opérateurs de marché que les bourses, moins bien identifiés et contrôlés. La bourse institution était sous surveillance. Comment assurer la même vigilance sur les nouveaux arrivés ? Mais surtout les processus concurrentiels ont été profondément affectés, et les rapports de force entre les acteurs redéfinis. Le couplage de deux processus simples donne parfois une dynamique chaotique. L'évolution récente des marchés de titres donne corps à cette image du chaos. Une question se construira dans les premières parties de l'ouvrage, celle de la nature et des conséquences des déséquilibres engendrés par la nouvelle organisation des activités de négoce de titres financiers. Ne conduisent-ils pas à des résultats inverses de ceux qui étaient souhaités par les acteurs, et notamment les gouvernements et instances diverses qui ont déréglementé sans en envisager les conséquences ? La dernière partie proposera une réflexion sur les réponses à apporter. Quelques concepts au centre de l'analyse. Mais pour mieux comprendre la démarche, il faut quelques indications sur les outils d'analyse. La bourse comme une industrie. L'activité boursière est constituante d'une industrie, partie de l'industrie du financement. Une exploration sommaire de ce terme et de quelques-uns de ses dérivés permettra d'introduire la problématique et la démarche. Confère cadre 01. Poser la bourse en termes d'industrie, c'est faire trois propositions. D'abord, la caractérisation des activités boursières trouve son sens, si on la définit comme une composante d'une industrie plus large du financement.
Ensuite, l'activité boursière est un métier et les organisations qui la pratiquent disposent de compétences, de savoir-faire qui les distinguent au sein du système financier. Enfin, ces qualités distinctives justifient la formation d'une catégorie identifiée et permanente, et l'existence d'organisations disposant d'une autonomie organisationnelle. La question initiale, les bourses traditionnelles vont-elles disparaître ? Est un prétexte pour donner un sens à ces propositions. La recherche s'est effectuée dans un temps où le contexte se transforme rapidement et oblige les acteurs en place à s'adapter sous peine de disparaître. Les principes qui fondent l'industrie boursière et ses membres sont mis à nu, et le partage se fait entre les invariants de longue durée et les dispositifs contingents d'une situation et d'une époque particulière, si durables qu'elles aient été. L'interrogation sur l'avenir des bourses traditionnelles se décompose en deux questions liées. Celle des configurations industrielles soutenables et celle des caractéristiques d'entreprise qui permettent d'y acquérir une position durable. Ces notions sont au centre de l'étude. Configurations industrielles. Le terme d'organisation industrielle, comme traduction littérale des ' Industrial Organization, désignant souvent un champ de la théorie économique, on lui préférera dans la suite celui de configuration industrielle. Mais l'idée est proche de celle d'organisation de l'industrie. Les concepts définis pour analyser ce champ seront souvent appelés dans la suite, et notamment pour l'analyse des configurations industrielles et le test de leur soutenabilité. Le terme de configuration appliqué à une industrie désigne sa composition, ses structures et ses dispositifs de pilotage. C'est au sens de L.A.Zadeh, Zadeh et Pollack, 1969, l'étiquette qui la désigne si on la considère comme ensemble d'institutions et d'entreprises, à la fois semblables et différentes, plus ou moins spécialisées, aux objectifs plus ou moins différenciés, aux types et niveaux de compétences distincts souvent marqués par des trajectoires anciennes et actuelles variées, etc. Le concept élargit celui de configuration d'industrie proposé par Baumol, Panzer et Willig, BPW, 1982, qui privilégie le nombre de firmes présentes et son explication par la fonction de coût. On retiendra ici la configuration de l'industrie comme sa description en tant qu'espace de concurrence entre des acteurs, c'est-à-dire pour l'essentiel des entreprises, confèrent. Et Morris, 1989, Shepard 1990, Tirole, 1995. Elle retient principalement les conditions de l'offre et la formation des coûts, les conditions de la demande et les comportements des utilisateurs des services, les structures de marché et l'existence d'entreprises dominantes, les conditions de l'existence d'un pouvoir de monopole et de son exercice au bénéfice de ces acteurs dominants, les dispositifs institutionnels forment un cadre plus ou moins propice à l'existence d'un pouvoir de monopole et à son exercice. Configuration soutenable. Qu'est-ce alors qu'une configuration industrielle soutenable ? C'est littéralement celle qui peut durer par elle-même, en ne mobilisant que ses processus propres. Baumol, Panzer et Willig, 1982, définissent qu'une configuration est réalisable, feasible, quand le marché est soldé, offre et demande égales, pour un prix d'équilibre au moins égal au coût des firmes constituant l'offre. Elle est réalisable parce qu'elle est portée par des acteurs rationnels, qui peuvent y demeurer. La configuration est en outre efficiente quand les différentes firmes ont des coûts au minimum permis par la technologie du moment. Ces coûts établis au minimum leur confèrent une capacité de résister à la concurrence des autres firmes, présentes ou candidates à l'entrée. Leur concept de soutenabilité, sustainability, s'applique aux firmes constituant une industrie quand à la fois elles réalisent des profits et qu'il n'existe pas d'entrée profitable de nouvelles concurrentes. L'entrée d'une nouvelle provo créerait une baisse du prix d'équilibre au-dessous de son coût et donc une perte pour elle. En clair, la présence dans l'industrie est rentable pour celles qui y sont déjà mais serait perdante pour une nouvelle entrante, et éventuellement pour d'anciennes, qui se trouvent ainsi dissuadées de le faire. Une configuration industrielle sera dite soutenable s'il n'en existe pas une autre, réalisable, plus efficiente. Cette comparaison est globale et pour chaque partie. Si toutes les firmes sont à la technologie efficiente, la configuration est toujours soutenable. Si les structures de coûts des firmes en place sont différenciées, elle n'est soutenable que si la moins efficiente des firmes en place a un coût inférieur à celui proposé par la candidate à l'entrée la plus proche.
y compris son coût d'entrée. Si ce n'est pas le cas, le processus concurrentiel doit permettre le remplacement des moins efficientes des firmes en place par les plus efficientes des candidates à l'entrée. Si les économies d'échelle et les coûts d'entrée commandent la présence d'une seule firme, ce monopole, dit naturel, est la configuration soutenable. Stratégie durable. Pour les initiateurs, BPW, 1982, le problème central est que les marchés soient contestables d'eux. Ils entendent par là qu'ils soient aussi librement que possible accessibles aux firmes candidates à l'entrée. La situation la plus pure est celle des marchés parfaitement contestables. Ils ont cette qualité s'ils sont dotés des deux propriétés suivantes. Que ces nouvelles puissent, sans restriction, accéder à la même demande et aux mêmes technologies que les firmes en place, que leur entrée ne modifie pas la formation des prix par les firmes en place. La configuration est alors régie par des conditions de concurrence proches de celles de la concurrence parfaite. La réalité est souvent différente, soit parce que la technologie efficiente exige que les firmes occupent des parts de marché importantes, avec la limite du monopole naturel, soit parce que l'entrée n'est pas réversible et engendre des coûts irrécupérables, sunk cost. L'existence de tels coûts est dissuasive d'entrée car elle représente in fine la charge que supportera l'entreprise entrante en cas d'échec. Si tous les coûts d'entrée sont récupérables, par revente des actifs correspondants par exemple, le marché est réputé contestable. Pour BPW, la stratégie des firmes consiste à proposer des prix. Ces prix peuvent être soutenables ou non selon qu'ils dissuadent ou non l'entrée. Les prix soutenables sont plus ou moins proches des coûts les plus faibles selon que le marché est contestable ou non. La conception plus complète retenue ici de la configuration industrielle aura pour corollaire un contenu pluridimensionnel de la stratégie. Il reste que la stratégie de la firme ne peut l'installer durablement dans la configuration industrielle que si elle lui permet au moins la pérennité, état réalisable, au sein des concurrents actuels et vis-à-vis des concurrents potentiels. On qualifiera de stratégie durable celles qui permettent à l'acteur qui s'en dote de s'inscrire dans une configuration industrielle soutenable, ou dans la partie pérenne d'une telle configuration. La méthode et la progression. La méthode. Le champ d'étude est l'industrie financière et plus précisément de l'industrie boursière. Le temps de cette étude est caractérisé par des transformations en cours des fondements de la configuration industrielle. Les facteurs déterminant la soutenabilité ont changé et ceux de la contestabilité avec elle. Les bourses qui paraissaient les mieux protégées de la concurrence voient leur part de marché érodée, et leur survie même est l'objet d'interrogations. La méthode repose sur la construction d'une modélisation qualitative. Un modèle est une représentation d'un objet, d'un système, inscrite dans une intention qui est celle du modélisateur. L'intention se définit à deux niveaux. Le premier est de comprendre un ensemble de phénomènes trop complexes pour être abordés directement, l'objet analysé, et de répondre à une ou des questions le concernant. Le second est de construire des représentations, les modèles proprement dits, des isomorphismes dotés de propriétés et de comportements convenablement proches de ceux de l'objet analysé. La fonction de ces modèles est d'être substitués aux objets qu'ils représentent. L'observation des premiers permet alors de mieux comprendre les seconds. En fait, il s'agira ici de proposer plusieurs types de tels modèles dont deux principaux. Le premier concernera les entreprises de marché, organisation et stratégie, et vise la compréhension de leur comportement et de leur trajectoire possible. Le second empruntera des modèles à l'économie industrielle, pour simuler des situations de rivalité concurrentielle et leurs implications pour les acteurs et pour l'industrie. Il ne s'agit pas tant d'analyser des évolutions déjà constatées, que de construire des scénarios plausibles pour l'avenir. Les modèles n'ont pas ici pour vocation la recherche de causes des phénomènes passés, mais l'interrogation des faits et des interprétations qui en sont données. Le futur de l'industrie boursière se construit alors dans l'interaction des modèles figurant les organisations et stratégies des acteurs d'une part, et des modèles représentatifs de la rivalité concurrentielle et des configurations industrielles d'autre part. La pertinence des organisations et stratégies est passée au crible des conditions, contraintes et rapports de force de la configuration industrielle.
L'ordre de la configuration est soumis à la contestation des stratégies des acteurs, entreprises de marché et institutions. C'est dans ce cadre qu'interviennent les concepts de réalisabilité, soutenabilité et contestabilité. Ils établissent dans un temps et un contexte donné, ce qui peut engendrer une trajectoire durable de l'industrie ou de tel type d'entreprise de marché. Ils proposent autant de benchmarks pour apprécier l'avenir des configurations industrielles ou des stratégies. Ils n'indiquent pas de façon définitive ce qui adviendra ou non d'elles. Des configurations non soutenables et des stratégies non durables peuvent résister et se pérenniser, voire s'imposer un temps dans une contingence particulière. Elles peuvent l'être par exemple par la volonté des gouvernements, s'ils jugent que la solution soutenable comporte des inconvénients qu'ils souhaitent réduire. Mais la soutenabilité est comme la loi de la gravitation. Elle décrit une attraction permanente, une tendance forte de fond. La contestabilité est ce qui la favorise et lui permet de s'imposer. 2 descriptions. Le projet est de construire une analyse des transformations, récentes et à venir, de l'industrie boursière. Elle sera réalisée au fil des pages par des itérations entre les faits et les écrits d'une part, les interprétations et les modèles d'autre part. Elle s'inscrira dans une progression qui va des finalités de l'objet à son organisation et son pilotage. La méthode et la progression empruntent beaucoup au paradigme systémique. L'ouvrage les construit sur le croisement de 2 descriptions de l'objet à analyser, Lemoigne 1995. La première porte sur les relations de l'objet et de son environnement. L'industrie boursière est une composante de l'industrie du financement, elle-même immergée dans un environnement économique, social et politique. Dans cet environnement, l'objet agit et la nature et les modalités de cette activité fondent sa définition. Une bourse est un marché organisé et sécurisé qui accomplit, seul ou concurremment avec d'autres, sa fonction dans le système de financement. Ce dernier la reconnaît comme exerçant cette activité, valide son existence et la définit comme projet. Ce projet comporte des caractéristiques permanentes dans le temps, d'autres qui évoluent. La bourse relève d'une définition permanente mais se transforme, soit pour accroître son efficience dans un contexte donné, soit encore parce que le contexte change. La première description est celle du projet comme activité caractérisée, définissant sa trajectoire dans le temps dans ce qu'elle a de constant et d'évolutif. La seconde description porte sur l'objet lui-même, sur sa fonction, sur les dispositifs qu'il met en place pour réaliser le projet qui le définit, sur sa capacité à contrôler ses processus, à se perpétuer, à se transformer. La bourse historique est un lieu où des intermédiaires de transactions sur titres effectuent des échanges. Elle met en place et accroît sans cesse des dispositifs, des outils favorisant la baisse des coûts de transaction, la réduction des risques et l'accroissement de la liquidité. Elle comporte des organes capables d'assurer la commande et le contrôle, d'en adapter le fonctionnement voire d'en transformer les principes si le contexte le rend nécessaire. Au centre du croisement de ces descriptions il y a les organisations, structures relativement permanentes dont le rôle est le pilotage de l'objet. Organisation de l'industrie boursière et organisation des bourses considérées singulièrement. La progression. L'ouvrage conduit un projet, montrer que l'industrie boursière ouverte à la concurrence a désormais besoin d'une régulation rénovée, non seulement des transactions financières mais aussi des processus concurrentiels. Dans la situation qui prévalait jusqu'aux années 80, la régulation était intégrée au caractère institutionnel de bourse nationale. On verra que la banalisation des conditions de concurrence en a multiplié les imperfections, qu'elle n'a pas aboli les règnes de monopole mais en a changé le mode de formation et la répartition. Ce projet sera conduit en 5 étapes formant autant de parties. La première partie traite de l'industrie boursière dans l'industrie du financement. Elle invite à la recherche d'une définition fonctionnelle des bourses qu'on qualifie d'historiques, en fait celle de la seconde moitié du XXe siècle, et révèle un objet plus complexe et divers que ce qu'on imagine couramment. Il sera approché notamment par l'évolution lente des trajectoires de ces bourses historiques jusqu'à l'accélération récente et leur transformation. La deuxième partie situe les bourses, considérées indistinctement les unes des autres, au cœur d'un ensemble d'activités consacrées au négoce organisé des titres financiers.
La filière boursière va de l'émission des ordres à l'exécution des transactions. Cet environnement concurrentiel est siège de complémentarité et d'affrontement. Son analyse révèle des situations de force exercées de l'extérieur sur les bourses, venant du post-marché mais aussi des banques. Elle établit la nécessité d'élargir le champ de la concurrence au-delà des bourses, voire des entreprises de marché. La troisième partie porte sur les bourses elles-mêmes et plus généralement les entreprises de marché. Elle décrit les acteurs en concurrence et compare les principes sur lesquels reposent leurs modèles économiques. Elle tente d'établir les sources d'avantages concurrentiels dont bénéficient les bourses historiques, face aux nouvelles entreprises de marché. Les effets de taille et la liquidité en constituent in fine les composantes essentielles. L'industrie boursière a vocation à être très concentrée et la durabilité des nouvelles entreprises de marché est incertaine. La quatrième partie propose une réflexion sur les options stratégiques ouvertes aux entreprises de marché. Elle est construite sur une adaptation aux bourses de valeur, des principales stratégies de base proposées par l'Industrial Organization. Elle confirme la place acquise par les grandes banques de principales concurrentes des bourses et la difficulté des entreprises de marché alternatives pour définir des stratégies durables. La cinquième partie tente de fonder les bases de nouvelles configurations industrielles. La démarche est prospective et construite autour de quelques scénarios. Elle s'organise autour de la référence à un modèle d'oligopole continentaux et les conditions de sa soutenabilité et de sa compatibilité avec une concurrence effective. Elle traite notamment de la nécessité d'une régulation de la concurrence, à côté de la réglementation boursière proprement dite. La réflexion conclut sur la nécessité de replacer les marchés réglementés au centre des marchés de titres financiers, d'accompagner la constitution d'oligopoles boursiers continentaux par une réglementation stricte et un contrôle mutualiste par les utilisateurs des services. Un confère. C. Prud'homme et E. Renaud, In Le Monde du 16-9-1999, page 20. 2. On traduit parfois en français le terme contestable par disputable, mais on simplifiera les choses en gardant contestable. Première partie. La bourse dans l'industrie du financement. À quoi les bourses servent-elles ? L'établissement d'une définition fonctionnelle est un préalable à toute compréhension des transformations qui les ont affectées, et à la question au centre de cet ouvrage. Quel est leur avenir ? Une telle définition ne peut procéder que d'une confrontation entre l'objet, la bourse et son environnement, le système financier et au-delà l'environnement économique et social. Cette approche téléologique identifie la bourse comme un projet au regard duquel s'analyse son activité, mais aussi les dispositifs qu'elle met en place. Elle la qualifie dans ce qu'elle a de constant dans le temps et dans son évolution. Les bourses de valeur sont-elles indispensables ou simplement utiles, et le cas échéant en quoi le sont-elles ? Répondre à cette question permet de les inscrire ou non comme un constituant des configurations soutenables de l'industrie financière. Si elles en sont un composant indispensable, il n'est pas de soutenabilité sans bourse. Si elles ne sont pas nécessaires, il faut établir les conditions, l'importance et les limites de leur contribution au caractère soutenable des configurations industrielles. Si elles ne sont ni indispensables ni simplement nécessaires, c'est la raison de leur existence dans le temps qui fait question. Cette première partie conforte la conviction qu'elles sont au moins utiles dans les économies marchandes, et indispensable quand l'organisation financière acquiert un certain niveau d'évolution. C'est ce que montrera le survol historique proposé ensuite. Les bourses sont nées pour répondre aux besoins qu'ont eu des intermédiaires financiers de plus grande efficience dans le déroulement des négociations sur des actifs. D'abord des marchandises puis des titres. Elles sont devenues au fil du temps des composantes indispensables des dispositifs financiers, et se sont généralisées à toutes les économies marchandes. Peu de pays n'en sont pas dotés ou n'ont pas le projet d'en instaurer une. Les bourses, constituées en industrie boursière, sont des sous-systèmes des systèmes financiers nationaux. La globalisation économique les a rendues concurrentes au sein d'une industrie boursière composante de l'industrie financière comme on le verra ensuite. Mais avant toute chose, il faut savoir de quoi on parle et tenter une première définition d'une bourse. Qu'est-ce qu'une bourse ? La recherche d'une DEFINITION.
Le déroulement de l'ouvrage révélera la difficulté d'une définition simple de l'objet bourse constante selon les temps et les lieux. Les turbulences des 20 dernières années mettent en fait le concept à l'épreuve. Les marchés électroniques alternatifs évoqués plus haut en sont différents en 2010, mais le resteront-ils? En quoi et jusque quand? À quel stade de leur évolution et de celle des bourses historiques pourrait-on les considérer comme formant une catégorie unique? Ces bourses historiques, si différentes les unes des autres, n'invitent-elles pas à cette unification? Il faut partir de caractérisations courantes, même si elles sont approximatives, celles de quelques dictionnaires qui se retrouvent ou se différencient en énumérant des constituants des bourses. La référence aux marchés financiers permet de les remettre en ordre. Les éléments constitutifs. Un dictionnaire généraliste donne 4 sens pour le mot bourse 3. La réunion périodique de personnes qui s'assemblent soit pour conclure des opérations sur des valeurs mobilières ou des marchandises, soit pour constater leur cours. Le lieu où ces personnes se réunissent. Le temps où se déroule cette réunion. L'ensemble des opérations traitées à la bourse, les opérations de bourse. Toute organisation de transactions sur des actifs en un lieu et un temps donné pourrait donc recevoir cette qualification. Le marché aux légumes du dimanche matin ne la reçoit pourtant pas. Une telle définition est trop large au regard de ce qu'on entend habituellement, et qui inclut l'existence de règles ordonnant les transactions entre l'ordre donné par les acheteurs et vendeurs de l'actif, la négociation proprement dite et l'exécution des transactions conclues. Une bourse est un marché officiel et réglementé par opposition au marché libre. 4. On reviendra sur le caractère officiel de la réglementation, mais le principe est posé. La bourse est un marché réglementé. La pratique a également consacré les bourses de valeur comme des marchés secondaires, c'est-à-dire que s'y échangent des titres déjà émis. C'est un marché de l'occasion. Enfin, la bourse est aussi l'organisme, l'entité juridique qui organise le marché, choisit ses orientations et en assure la gestion au quotidien. Une bourse est un marché. Une bourse est un marché secondaire réglementé de marchandises, de titres financiers et de contrats standardisés. En écrivant que la bourse est un marché, on introduit les éléments suivants. Le marché est un lieu. Les participants savent où les transactions nouées par ce marché peuvent être conclues, qu'il s'agisse d'un lieu géographique, d'un site internet ou par extension des bureaux d'un réseau d'intermédiaires qui reçoivent et transmettent les ordres d'achat ou de vente. La finalité du marché est de permettre les transactions et de faciliter leur dénouement. C'est par ce rôle de facilitation qu'il attire les acteurs. La bourse est un marché organisé. Les transactions ont une certaine régularité, à des périodes préétablies et connues d'un nombre suffisant de participants potentiels. Ils disposent de moyens matériels et techniques propres et de services permanents accompagnant les transactions. Ce marché est une forme institutionnelle. Les participants doivent respecter un certain nombre de dispositions légales ou réglementaires publiques, de règles privées, écrites ou non, d'usage pour permettre son fonctionnement ou simplement pour y être admis. Enfin, la bourse est un marché réglementé. Les procédures sont validées par l'autorité publique. Accès au marché, à la cotation, organisation des transactions, information sur les titres, enregistrement des transactions, contrôle des opérations et régulation du marché. Il est doté d'une chambre de compensation qui garantit la bonne exécution des négociations abouties. Les bourses de titres financiers. Elles font appel au moins à 3 constituants de base. Les acteurs. Ce sont en premier lieu les émetteurs de titres, actions et obligations primaires, titres adossés à d'autres titres ou créances, dérivés, etc. Ce sont ensuite les donneurs d'ordre d'achat et de vente, les investisseurs de toutes sortes, détenteurs de portefeuilles ou spéculateurs au jour le jour. Quand les transactions ne mettent en présence que vendeurs et acheteurs, le marché est non intermédié. La plupart des marchés financiers sont intermédiés. Le rôle de ces intermédiaires est de faciliter les transactions et leur dénouement par un échange. Les bourses organisent les prestations de services de diverses sortes d'acteurs agissant par exemple soit comme courtiers, les brokers qui mettent en relation des émetteurs d'ordre d'achat ou de vente, soit comme négociants,
les dealers qui sont des sortes de traders qui achètent et vendent pour leur propre compte ou celui de l'établissement financier qui les emploie auprès de leurs clients ou du marché. Les marchés peuvent être ouverts. Tout candidat à l'achat et à la vente participe alors directement à l'enchère. L'accès aux marchés financiers organisés, donc aux bourses, est au contraire réservé à des acteurs agréés, les membres du marché agissant comme intermédiaires. Les titres échangés. Les titres échangés sur les marchés financiers représentent une grande variété. On peut les regrouper en 3 grandes catégories qui renvoient grosso modo aux 3 catégories de marchés. Les titres de dette et les monnaies qui s'échangent en général dans le cadre de marchés entre intermédiaires financiers, marché interbancaire, marché d'échange. Les valeurs mobilières, actions, obligations, titres de dette négociables qui s'échangent de gré à gré ou dans le cadre de bourses de valeurs. Les titres de couverture de risque, contrats à terme, swap et options, qui s'échangent selon les cas de gré à gré ou sur des marchés boursiers. Les titres échangés à la bourse sont standardisés, alors que les marchés de gré à gré traitent également d'actifs singuliers. Les actions ou les obligations, les options ou contrats à terme d'une même ligne de cotation sont tous semblables. Pour que des actifs singuliers deviennent négociables en bourse, ils doivent être regroupés dans des titres standardisés, on dit titrisés. Les règles régissant la bourse, la microstructure. Elles combinent des règles fondées sur les usages et les habitudes, et celles qui font l'objet de règlements. Elles visent plusieurs buts. Définir les modalités des transactions, date et durée, lieu, procédure et forme des offres d'achat et de vente, méthode de sélection des propositions qui réalisent les transactions. Mettre en place des procédures conduisant à la fixation de prix des titres échangés. Assurer la sécurité des transactions et de la bonne exécution des engagements pris par les uns et les autres. La possibilité existe d'autant plus que le marché est plus organisé et fermé. Le marché peut alors s'engager à se substituer à un acteur défaillant par la compensation. Rendre les marchés liquides, c'est-à-dire tels que la probabilité qu'une offre d'achat ou de vente trouve une contrepartie soit très élevée. Les gestionnaires du marché peuvent avoir à assurer eux-mêmes la contrepartie de l'offre, si les preneurs sont insuffisants. Dans le cas des bourses, ces règles font l'objet d'une approbation, puis leur respect d'un contrôle, par le gouvernement ou une autorité constituée sous son égide. C'est en ce sens que la bourse est un marché réglementé. La fonction des bourses. La fonction du système financier est d'apporter aux acteurs économiques qui en ont besoin des excédents de ressources de financement dégagés par d'autres acteurs. Les banques et organismes de financement en sont une méthode, les marchés financiers une seconde. Ils permettent aux emprunteurs de lever des fonds en contrepartie de titres nouveaux délivrés aux investisseurs, marché primaire, ou aux investisseurs d'échanger des titres entre eux, marché secondaire. Une bourse en est un des processus. Elle est active. Elle déplace des titres dans l'espace économique en transférant leur propriété d'un porteur à un autre. Ce déplacement peut avoir des effets d'importance variable. S'il ne s'agit que d'un changement de propriétaire, les effets ne sont qu'au niveau des porteurs successifs, dont l'un a rendu son patrimoine disponible et l'autre figé le sien dans un actif financier. Si la transaction se place dans le cadre d'une prise de contrôle de l'émetteur, les conséquences sont plus profondes. Sur la cible, l'émetteur qui risque de perdre son indépendance, sur les marchés s'il y a constitution d'une position dominante, etc. La bourse remplit des fonctions particulières dans le système financier. Elle est une institution particulière de la place financière, confère cadre 1.1. La bourse est un marché secondaire des titres et des contrats. Elle est la forme la plus organisée de marché financier, dont elle assure de façon spécifique les fonctions plus générales. Faciliter la coïncidence de l'exigence de liquidité et du besoin de stabilité. D'une manière générale, les émetteurs et les investisseurs expriment des exigences contraires quant à la disponibilité des fonds prêtés et empruntés. Le souhait des émetteurs est que les fonds mis à disposition aient une durée suffisante pour le bon déroulement des processus économiques financés. Comment constituer des ressources suffisamment stables pour eux? Celui des investisseurs est de pouvoir disposer de leur patrimoine à leur guise. Comment rendre liquides des titres financiers qui ne le sont pas a priori? C'est la fonction des marchés financiers, et parmi eux des bourses,
de créer la liquidité des titres en organisant leur circulation entre les investisseurs. La particularité des bourses est que les titres qu'elles cotent sont a priori négociables, en droit comme valeur mobilière et par l'absence de restrictions érigées par l'émetteur pour contrôler leur circulation, en fait par l'homogénéité des titres d'une même ligne de cotation. Les titres sont négociés à la bourse hors de l'intervention de l'émetteur. La circulation des titres qu'il a produits lui échappe complètement dès lors qu'il les a inscrits à la cote, laissant ainsi candidat à l'achat et à la vente face à face. La bourse forme un circuit court d'échange des titres entre les investisseurs. La confrontation des ordres d'achat et de vente est réalisée dans un délai très court, presque en temps réel pour les capitalisations les plus importantes. Créer des économies dans les transactions. La transaction directe entre investisseurs constitue une solution théoriquement plus courte. Encore faut-il qu'ils se rencontrent pour négocier, puis que les conditions et le processus de la négociation rendent fortement probable la conclusion d'un accord. En créant le lieu de telles rencontres hors des réseaux formels d'acteurs, la bourse met en place des circuits courts organisés. Le système financier fonctionne comme une industrie génératrice d'économies d'offres et de demandes, des économies d'échelle en réduisant les coûts d'opération et de transaction, des économies de champ entre les composantes d'une offre diversifiée, des économies de demande avec le développement d'une offre différenciée en caractéristiques, liquidité des titres, éventail des solutions en termes d'alternatives rémunération-risque et en qualité. Comme chacune des composantes, la bourse apporte une contribution spécifique à la réalisation de ces économies de coûts dans les transactions. Pour les ordres de petite taille, elle permet une recherche et un appariement des vendeurs et acheteurs rapides et peu coûteux. Par contre, la négociation de blocs importants d'un même titre s'accommode mal de déséquilibres trop grands entre quantités offertes et demandées. Elle reste du ressort des transactions de gré à gré. Elle propose une intermédiation transactionnelle en facilitant l'émergence de choix de produits et de prix qui soldent les offres et demandes. Elle organise la concurrence entre vendeurs, ce qui limite les baisses abusives de prix, entre acheteurs, ce qui évite les hausses abusives, et entre intermédiaires, ce qui limite les frais de bourse. L'industrie financière propose des solutions concurrentes aux candidats aux transactions sur titre. La bourse en est une, très visible, mais la majorité des échanges se déroulent hors d'elle. Les échanges de gré à gré en sont la part importante. Le choix de l'une ou l'autre voie dépend de facteurs multiples. Des prestataires de services interviennent, banques, gestionnaires de patrimoine, indépendants ou appartenant à des intermédiaires financiers, courtiers, traders, etc. On verra plus loin qu'ils privilégient l'efficience et le coût dans le choix parmi les voies et celles des prestataires. Réduire les risques. La troisième grande fonction d'un système financier est de mettre en place des dispositifs de réduction des risques engendrés par les processus de transaction eux-mêmes. Les solutions proposées par les différents types de marchés, et pour chaque type tel marché particulier, contribuent à la sélection opérée par les investisseurs et les prestataires de services d'investissement. La réduction de ce type de risque est un facteur d'efficience et se traduit par une baisse des rendements exigés des titres concernés. On évoquera les plus importants. Risques liés à la liquidité des titres. Un titre est dit liquide quand il peut être transformé en monnaie dans un délai bref, et sans qu'il soit nécessaire d'en faire varier significativement le prix. Un titre liquide donne l'assurance d'une garantie de valeur de l'actif dans le très court terme. La bourse favorise cette liquidité dans la mesure où elle centralise les ordres d'achat et de vente dans une enchère centrale. Elle réduit le temps de leur confrontation et accroît la probabilité pour les donneurs d'ordre situés autour du prix de trouver rapidement une contrepartie. La bourse est ici, a priori, plus efficiente que les processus de gré à gré. La microstructure boursière mise en place le réalise toutefois plus ou moins bien. Risques liés au titre même. Il ne s'agit pas ici des risques liés à la méconnaissance des fluctuations aux échéances variées, mais de ceux qu'engendre une mauvaise information sur les titres. Lors d'une émission ou d'une opération sur titre diffusée dans le public, les émetteurs sont tenus d'apporter des informations, économiques, financières, juridiques notamment, qui peuvent affecter la valeur du titre. Ces informations sont normalisées et validées par les organismes de surveillance et de régulation des marchés. Quand le titre est inscrit à la cote d'une bourse, cette obligation devient périodique, annuelle, semestrielle,
trimestrielle, et porte sur des informations plus ou moins détaillées selon les places financières. L'exigence d'informations sur les émetteurs et leurs titres est un facteur de différenciation entre des compartiments du marché et de sélection entre ces compartiments par les émetteurs. Risques liés au déroulement des transactions. Les processus de négociation boursiers sont définis dans des règlements très précis validés par les gouvernements. Le respect de ces procédures fait l'objet d'une surveillance permanente interne, par des instances ad hoc de la bourse et externes, les autorités de surveillance des marchés. De ce point de vue, les bourses sont les meilleurs outils pour garantir la transparence des opérations de négociation et de formation des cours. Risques liés à l'exécution des transactions conclues. Toute bourse est dotée d'une chambre de compensation, soit en interne, soit par association à une prestation externe. La compensation est une activité qui garantit l'exécution des transactions conclues, en s'interposant entre les acheteurs et les vendeurs. Elle assure la livraison des titres au premier et le paiement au second. Elle les protège du risque de défaut de la contrepartie. Le recours à une chambre de compensation est une sécurité pour les donneurs d'ordre. Il caractérisait les marchés organisés et les différenciait des marchés de gré à gré. Le renforcement des processus de régulation depuis 2008 se traduit notamment par une extension de ce recours afin d'éviter la diffusion systémique des défaillances. La chambre de compensation est une condition nécessaire mais non suffisante pour caractériser une bourse. La saga des bourses de valeurs. C'est encore une question de méthode. La bourse des valeurs vient d'être décrite comme un processus de financement de l'économie qui apporte la liquidité à des créances à long terme, à un coût comparativement faible et dans un cadre sécurisé pour les acteurs. Son utilité semble attestée par sa longévité. L'institution s'est forgée au cours des derniers siècles en même temps qu'elle s'adaptait au développement et à l'extension des économies marchandes et du capitalisme financier. La question des invariants renvoie à celle de la définition. Les bourses des origines et celles qui se transforment en ce début de XXIe siècle, mais aussi NYSE Euronext et la bourse de Casablanca forment-elles une même catégorie institutionnelle ? On peut hésiter entre deux parties. Le premier part d'une définition très précise et de critères exigeants, et prépare une réponse négative. Si on présume une réponse positive, on recherchera les caractères constants qui définissent les bourses. La question qui forme le titre de cet ouvrage indique qu'on a plutôt choisi le second parti. La catégorie bourse se perpétuera mais sous quelle forme et les bourses traditionnelles, en fait de la fin du XXe siècle, y auront-elles une place, laquelle et sous quelle nouvelle forme ? Les invariants donnent son contenu à cette étiquette, au sens de Zadeh, 1969, qu'on peut poser sur l'objet dans ses états observés, à des temps ou en des lieux différents. Pour réaliser ce pourquoi elles existent, les bourses ont adopté des comportements dans l'action. La description de ces comportements observés en un temps, un lieu ou une contingence donnée forme un état du système bourse. Il n'y a pas de définition reconnue de la notion d'état d'un système que l'état dans lequel il se trouve à un moment donné. J.C. Gilles et M. Click, cité par Lemoigne, 1995. L'invariance de certaines caractéristiques de ces états forme une structure dont l'identification permet de distinguer une bourse. Cette référence à des invariants doit toutefois être relativisée. Certains, observés un temps, disparaissent ensuite car l'objet s'adapte. Par quelques rappels historiques, on tentera d'établir la trajectoire de la bourse comme composante du système financier, c'est-à-dire d'établir la relation dialectique qui a fait à la fois sa permanence et son évolution dans un environnement en constante transformation. D'abord des lieux de CHANGE de titres. Les bourses telles qu'évoquées précédemment sont nées en Europe à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, plus particulièrement à Amsterdam, Londres et Paris. Des lieux d'organisation de transactions s'en rapprochant leur ont préexisté. Dans l'Antiquité, la conjonction du développement commercial et de l'usage des monnaies a engendré un marché pour l'échange de ces monnaies. Au 1er siècle avant notre ère, le Collegia Mercatorum de Rome, où étaient échangés effets de commerce et monnaie, est parfois cité comme l'origine de la bourse V. Plus couramment, la préfiguration de la bourse apparaît au Moyen Âge, en Italie du Nord, en Catalogne ou en Flandre, Brodel, 1979. Elle est fille du commerce, de la finance ou des deux à la fois.
Les parts de sociétés constituées pour l'armement de navires marchands à Gênes, fin du XIe siècle, à Venise, un siècle plus tard, deviennent négociables à Florence, début du XIVe, quand la responsabilité de l'associé est limitée au montant de son apport. De grandes foires médiévales du XIIIe siècle, celle de Bruges à partir de 1200, mettent en place un système de crédit qui permet aux marchands de solder les transactions périodiquement ou à la fin de la période consacrée aux transactions. C'est l'ancêtre de la compensation. Amsterdam, finance et spéculation. La bourse apparaît quand un lieu permanent est créé pour héberger les négociations sur les marchandises. Le mot bourse apparaît, dit-on, à Bruges du nom d'un seigneur qui accueillait en son hôtel des réunions de marchands. Mais on situe habituellement la première bourse de valeurs financières à Amsterdam, au début du XVIIe siècle. Une bourse de marchandises organise des négociations sur des titres de dette gouvernementale puis sur des parts de compagnies commerciales créées pour le commerce colonial, confère cadre 1 à 2. L'invention des Hollandais va au-delà d'un lieu permanent de négociation. À côté du marché au comptant apparaissent en langage moderne les marchés conditionnels, vente à découvert, les options et le règlement différé. Le dispositif des prolongages renforce la liquidité du marché en même temps qui permet aux spéculateurs de reporter leur position. L'ère des crises boursières s'ouvre dès leur création. La crise des tulipes, 1634 à 1637, n'en fut qu'un exemple. Déjà des groupes de spéculateurs se forment pour organiser des manipulations de titres. La bourse d'Amsterdam doit son essor à cette inventivité financière, qui est aussi sa vulnérabilité. La bourse des valeurs financières d'Amsterdam doit aussi son essor à la capacité d'exporter des capitaux des Hollandais. Malgré le déclin du commerce, de grandes compagnies commerciales étrangères viennent s'y faire coter. Elles deviennent environ 4 fois plus nombreuses que les compagnies locales dans la première moitié du XIXe siècle. Ce dynamisme de la bourse préserve l'attractivité de la place financière pour les banques de l'Europe entière. La bourse d'Amsterdam reste peu réglementée. L'intermédiation de courtiers agréés est obligatoire mais dans les faits, l'accès à la négociation est largement ouvert, de l'ordre du millier de courtiers vers 1720. Tous s'y traitent dans un premier temps. Marchandises, valeurs financières, change des monnaies, part dans les armements de navires de commerce, etc. Puis bourse de commerce et bourse de valeurs se séparent. Si le déroulement de la négociation est strictement ordonné, on n'a pas trace de relevés officiels des cours. L'efficience informationnelle du marché n'est pas un souci. Aucun dispositif ne protège les investisseurs pour qui la bourse constitue une boîte noire. Londres comme Amsterdam. La finance hollandaise était fille du commerce. La finance anglaise est fille des emprunts d'État et de la finance hollandaise. À partir du XVIIIe siècle, la main passe à Londres. On date en 1773 la naissance officielle de la Bourse de Londres, cadre 1 à 3. La force commerciale de la Hollande cède progressivement face à l'Angleterre. Le processus dure environ un siècle de la fin du XVIIe siècle à la guerre anglo-hollandaise, 1780 à 1784. Amsterdam n'est plus l'entrepôt de l'Europe et fait place aux docks de Londres. La place financière d'Amsterdam va résister un siècle, grâce à la position exportatrice de capitaux et à la technicité de ses financiers. Mais dans les deux domaines de l'émission des emprunts étrangers et du financement du commerce international, elle est devancée par la place de Londres puis de Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle, Cassis, 2008. La domination de l'Angleterre est commerciale mais aussi industrielle et financière. Les innovations technologiques majeures, textiles, métallurgie, énergie, engendrent des gains de productivité sans précédent et lui confèrent une avance durable dans les productions manufacturières. Usine du monde, l'Angleterre en devient aussi banquière. Mais s'il est indéniable que la seconde activité a bénéficié du dynamisme de la première, le développement de la place financière a précédé l'industrialisation et a été dès le départ autonome par rapport à elle. Guillaume d'Orange, roi en 1688, avait créé la Banque d'Angleterre 1794, banque du gouvernement gestionnaire de la dette publique. Banque privée, elle va permettre de couvrir les besoins de financement public, notamment dus à la succession des guerres. Succession d'Espagne, succession d'Autriche, guerre de 7 ans, puis guerre d'indépendance américaine. Elle a permis une croissance considérable de la dette publique.
La nouveauté est que la dette publique est en partie représentée par des titres à long terme. La création d'un marché des capitaux permet la négociation de ces titres, puis celle des parts de la Compagnie des Indes orientales. Le Stock Exchange of London est créé et restera la première bourse au monde jusqu'à l'avènement de celle de New York. Mais comme celle d'Amsterdam, elle est peu réglementée, on dit plutôt régulée, et la spéculation la secoue de crises régulières. C'est au début du XIXe siècle qu'elle reçoit son premier règlement. La Bourse de Paris, la volonté du roi. La Bourse d'Amsterdam était fille du commerce, la Bourse de Londres fille des emprunts d'État. La Bourse de Paris est fille du roi adoptée par l'empereur, cadre 1 à 5. Moins implantée au cœur du système financier, elle est par contre plus réglementée. À la différence des deux autres, elle apparaît dans un pays catholique, où le commerce de l'argent est suspect et condamné par le dogme. Mais l'État remédie à cette réprobation et prélève sa part au passage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.